Bien, alors nous allons continuer la partie développement mobile avec Flutter. Je rappelle que jusqu'à présent nous avons vu les concepts de base du développement mobile, notamment natif d'abord, puis le cross-platform. Et la dernière fois, c'était l'occasion de voir comment développer une application, c'était le chatbot, et dans lequel nous avons montré en quelque sorte les concepts de base, comment utiliser Flutter pour développer les applications en utilisant les stateless widgets et les stateful widgets. Alors en fait, les stateless widgets et les stateful widgets, ce sont les deux types de composants généralement qui sont utilisés dans les composants de UI de Flutter. Alors sauf que comme je l'ai expliqué la dernière fois, généralement si vous utilisez le stateful widget, vous allez commencer à rencontrer un certain nombre de problèmes, notamment quand vous allez commencer à développer des applications qui sont relativement un peu plus grandes. C'est que le stateful widget, il va vous obliger à mélanger ce qu'on appelle la logique UI, User Interface, et la logique applicative. C'est-à-dire vous allez mélanger le code de la couche présentation avec le code des traitements, c'est-à-dire de la couche applicative. Et donc, si votre application grandit, vous aurez beaucoup de mal à faire de la maintenance. Et donc, si vous voulez maintenir votre code, ça devient très compliqué. C'est-à-dire, l'application que nous avons développée la dernière fois, il marche bien, mais il ne respecte pas les bonnes pratiques. Et parmi les bonnes pratiques, généralement, que nous avons besoin de respecter, c'est de séparer la logique présentation et la logique applicative. Donc ça, c'est quelque chose qui va être souvent exigé par les entreprises. C'est-à-dire tout ce qui est les traitements, tout ce qui est la communication avec la base de données, avec le back-end, il faut le séparer de tout ce qui est la logique UI. Et donc, si vous continuez à travailler avec les stateful widgets, vous aurez du mal à un moment donné à réutiliser les données d'une page vers une autre. Donc, c'est-à-dire que parfois, vous serez amené à faire des copier-coller entre les différentes pages, dans les différentes pages, ce qui ne représente pas forcément une bonne pratique. Alors, c'est pour cela. Donc, vous aurez besoin généralement d'utiliser une solution de ce qu'on appelle le state management. Alors, c'est le state management, c'est-à-dire il vous faut une solution qui permet de centraliser l'état de l'application dans un composant et par la suite, à chaque fois qu'on veut afficher ou bien qu'on veut modifier les données du state, et bien tout simplement, on aura besoin de mettre en place une solution qui permet de partager le même state pour plusieurs composants. Et justement, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Donc, c'est de vous montrer quelles sont les différentes techniques qui sont utilisées dans Flutter pour faire le state management. Alors pour les gens qui travaillent avec des frameworks comme React, vous savez que dans React, donc si vous voulez centraliser le state d'une application, vous pouvez commencer à utiliser useContext donc pour mettre le state dans le contexte de l'application. Mais généralement, les entreprises, parfois, ils sont contraintes d'utiliser une librairie de state management qui s'appelle Redux. Redux, donc c'est l'une des librairies qui sont très connues et qui permet de gérer le state d'une application. Souvent, il est utilisé dans des applications React. Alors, les gens qui travaillent avec Angular, forcément, ils utilisent... souvent, on n'a pas besoin d'utiliser une solution de state management parce que les services, l'utilisation des services permet déjà de mettre en place une solution de state management qui fait partie de Angular. Mais également, il y a d'autres librairies comme par exemple NGRX qui est utilisé dans Angular. Mais aussi, donc, il y a ce qu'on appelle un pattern qui s'appelle Signals qui aujourd'hui est inclus dans les frameworks comme Angular. Et donc, tout ça, c'est des solutions qui existent. Alors justement, notre objectif, c'est de voir avec Flutter quelles sont les solutions qui existent. Voilà. Donc, et après, on va essayer de voir comment... on va s'intéresser à une solution qui est beaucoup plus intéressante, qui s'appelle Block, Business Logic Component. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment créer une application qui est basée sur Block Pattern. Et je crois que le Block Pattern, c'est l'une des solutions les plus utilisées par les entreprises. Donc, en tout cas, c'est la meilleure solution qui est utilisée souvent, qui est préférée par les entreprises pour structurer un peu le code d'une application
Flutter. Donc vous aurez besoin de la connaître très bien et de l'implémenter. Et après, par la suite, à la fin, donc je vais aussi vous parler après de Signals. Alors Signals aussi, c'est une solution. Mais aujourd'hui, donc, c'est la solution qu'on va essayer donc à laquelle on va s'intéresser. Alors, d'abord, avant de parler de la solution de state management, donc, on va d'abord revenir sur les stateful widgets. Donc, nous avons dit qu'il y a deux façons pour créer il y a deux types de composants dans Flutter. Il y a les stateless widgets et les stateful widgets. Alors, le stateful widget, bon, c'est-à-dire c'est un type de widget dans lequel, une fois que l'état du widget change, automatiquement la vue se rafraîchit. Et après, le stateful widget, il a deux inconvénients principaux. Il y a deux inconvénients qui vont poser des problèmes. Bon, le premier d'abord, c'est que dans le stateful widget, ça va vous obliger de mélanger la logique applicative avec la logique présentation. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Si vous regardez la page du chatbot que nous avons créée, ben dans la même page, vous allez trouver la partie UI, User Interface, mais également vous trouvez la partie traitement, on communique avec le backend. Tout ça, c'est un mélange qui n'est pas très recommandé. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, vous serez obligé d'écrire, de mélanger ces deux couches dans les mêmes composants. Et le deuxième inconvénient principal de stateful widget, c'est que à chaque fois que l'état change, c'est toute la page qui va être rafraîchie. Ça veut dire quoi? Regardez, pour vous expliquer ça, je reviens à l'exemple du compteur que nous avons déjà créé. Alors, la page du compteur, donc on commence par créer le state, donc le My App, qui est l'application, dans lequel vous avez Material App. Et dans Material App, on crée donc un stateful widget. Et le stateful widget possède un state, donc c'est counter page par exemple. Et counter page, donc c'est un stateful widget qui contient un state, counter state. Et puis dans counter state, on déclare, oui, donc si vous vous rappelez, on déclare une variable counter. Alors c'est le compteur. Et puis donc dans counter state, on crée un objet scaffold. Et à l'intérieur de scaffold, donc on va au-dessus de scaffold, on va créer un app bar. Et dans app bar, vous avez un texte. Et dans body, vous avez un center, une colonne. Et à l'intérieur de la colonne, vous avez un texte dans lequel on affiche la valeur du compteur. Donc c'est-à-dire, c'est ce que vous voyez ici. Donc c'est le petit compteur qu'on affiche, c'est-à-dire au centre de la partie body, c'est-à-dire de la page. Et puis donc il y a tout en bas, on va créer deux boutons. Donc on va utiliser floating action buttons. Donc on va créer une ligne dans laquelle vous avez deux boutons. Il y a un bouton décrémenté et un bouton incrémenté. Et après, nous avons dit que quand je clique sur le bouton incrémenté, on a besoin d'incrémenter le compteur, ce compteur-là. Et pour l'incrémenter, nous aurons toujours besoin d'utiliser setState. Donc si vous vous rappelez, on l'a utilisé. setState, et après, à l'intérieur de setState, on va incrémenter le compteur. Alors maintenant, la question, qu'est-ce qui se passe quand j'appelle la méthode setState? Alors quand j'appelle la méthode setState, eh bien, la méthode setState, il va d'abord exécuter ce code, c'est-à-dire il va incrémenter le compteur, mais en même temps, si vous voyez ici, setState, il va automatiquement faire appel à la méthode build, parce que vous savez que le composant contient une méthode qui s'appelle build. Ici, la méthode build qui permet de générer scaffold, app bar et tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous appelez la méthode setState, la méthode build du stateful widget va s'exécuter. Et si la méthode build s'exécute, ben la méthode build, il va régénérer scaffold, il va régénérer app bar, il va réafficher le texte, il va réafficher le centre, il va réafficher le texte, il va encore réafficher les boutons. C'est-à-dire à chaque fois que ce compteur change, on va rafraîchir toute la page. C'est-à-dire on va réafficher la barre de titre, on va réafficher le compteur, on va réafficher les boutons. Mais en réalité, est-ce qu'on a besoin de rafraîchir tout ça? Non. Donc on a besoin de changer que le texte. C'est-à-dire on a besoin de changer que la valeur du compteur. Et donc, c'est l'inconvénient principal du stateful widget.
l'inconvénient principal de stateful widget, c'est qu'à chaque fois que l'état change, ben, c'est toute la page qui va être régénérée. Alors c'est vrai que en fait Flutter dispose d'un mécanisme, si vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelle l'utilisation des composants avec un const constructeur. Si vous vous rappelez, vous allez trouver souvent les constructeurs, ils sont précédés par const. Const, ça veut dire quoi? Un constructeur const, ça veut dire que généralement, c'est-à-dire que avant de créer l'objet, il vérifie d'abord dans la mémoire est-ce que cet objet existe déjà. Ben, si l'objet existe déjà, il ne va pas le recréer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'objet constant. Donc, c'est-à-dire si l'objet se trouve déjà dans la mémoire, il ne va pas le recréer. C'est vrai, ça permet d'optimiser donc la création des objets en mémoire. Mais malgré ça, donc c'est-à-dire stateful widget donc n'est pas forcément la meilleure solution pour si vous voulez pour gérer donc une quantité de données importante dans une page. Vous pouvez l'utiliser quand il s'agit d'un petit composant généralement qui encapsule une logique de data qui est très, très réduite. Donc ça peut être utilisé, mais on va voir que généralement si vous utilisez une solution de state management, vous n'avez pas besoin d'utiliser stateful widget. Donc stateful widget, ça fait partie de Flutter, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution si vous voulez vraiment créer une application qui est beaucoup plus structurée. Donc je répète, l'inconvénient principal de stateful widget, c'est d'abord deux inconvénients. Mélanger la logique applicative avec la logique présentation. Le deuxième inconvénient, c'est qu'à chaque fois que la méthode setState s'exécute, la méthode build du widget va s'exécuter, ce qui permet donc de régénérer toute la page, alors qu'on n'a pas besoin de régénérer toute la hiérarchie des composants, on a besoin de changer que la partie qui change. Donc ça, c'est forcément le problème. Est-ce que c'est clair d'abord le problème du stateful widget? Oui. Parfait. Alors maintenant, du moment que nous avons compris, en fait, ce que c'est nous avons compris le problème du stateful widget. Maintenant, nous allons voir les solutions de state management. Alors, en fait, les solutions de state management, ils sont nombreuses. Il existe plusieurs patterns, plusieurs design patterns, plusieurs librairies qui permettent de gérer le state management. Alors, parmi les solutions, il y a une solution qui est simple, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc, mais je vais quand même la présenter. La solution s'appelle State Provider. Donc, State Provider, l'idée principale, c'est quoi de State Provider? C'est que quand on crée une application, c'est-à-dire quand on crée une page, une application Flutter, au démarrage de l'application, on va d'abord créer un widget, un composant qui s'appelle Multi-Provider. Et dans Multi-Provider, c'est un composant dans lequel on va créer d'abord ce qu'on appelle le state. Alors pour nous, le state, ça va être une classe séparée dans laquelle on va déclarer les données de l'application. Alors dans notre cas ici, nous avons une seule variable qui est le compteur, ici. Et puis dans cette classe, on va créer des méthodes. Alors quelles sont les méthodes? C'est-à-dire les actions. Donc nous avons, dans notre cas ici, nous avons besoin d'incrémenter les compteurs et de décrémenter le compteur. C'est pour cela, vous voyez, donc il y a deux opérations, il y a increment et decrement. Et donc ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, au démarrage, je crée un multi-provider qui va encapsuler un composant qui représente le state de l'application. Alors, généralement, cet objet state, c'est là on va centraliser toutes les données qu'on va afficher au niveau de l'application. Alors ici, donc, il n'y a pas beaucoup de choses, il y a un simple compteur. Donc ça, c'est la première des choses. Et après, par la suite, on continue. Donc après multi-provider, on va créer notre Material App. Material App, donc dans Material App, on va créer Counter Page. Alors cette fois-ci, on n'a plus besoin de créer le state de l'application, c'est-à-dire on va créer un simple stateless widget. Donc on n'a pas besoin de créer un stateful widget. Et dans stateless widget, on va créer le scaffold, app bar, text, center, colonne. Et maintenant, on va arriver jusqu'à là, on va afficher on va dire le compteur. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer avant d'afficher le texte,
Ben, on va créer un composant, un widget qui s'appelle consumer. Donc, le widget consumer, qu'est-ce qu'il fait? Le consumer, il va faire ce qu'on appelle une opération de subscribe. Il va faire un subscribe vers ce state, c'est-à-dire vers counter state. Alors, le state provider, il est basé sur un design pattern qui est très connu, qui s'appelle le pattern observer. Le pattern observer, vous devrez le connaître. Le principe, c'est très simple. Le pattern observer, il définit un objet qui s'appelle l'observable. Par exemple, moi, je suis un observable. J'ai des données. Par exemple, je suis quelqu'un qui est un spécialiste dans le domaine de la recherche d'emploi. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis en relation avec les entreprises, j'ai des données qui m'arrivent. C'est-à-dire, j'ai des données qui m'arrivent, qui arrivent chez moi. Et vous vous intéressez, vous êtes en train de rechercher de l'emploi. Et donc, vous allez vous intéresser aux données dont je dispose. Donc, vous voyez, donc, je suis l'observable. Alors, vous allez devenir ce qu'on appelle des observateurs. Et pour devenir un observateur, ben, vous allez faire un subscribe chez moi. Vous allez faire une souscription chez moi. Donc, ça veut dire quoi? Vous faites un subscribe chez moi. Ça veut dire, vous allez me donner votre numéro de téléphone ou bien votre adresse. Un subscribe. Ça veut dire que moi, je dispose d'une liste des subscribers, c'est-à-dire une liste des observateurs. Et une fois que vous faites un subscribe chez moi, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que je reçois des nouvelles informations, à chaque fois qu'il y a des nouvelles offres d'embauche qui arrivent chez moi, je vous envoie automatiquement des notifications, je vous informe. C'est-à-dire, dès que je reçois une nouvelle information, je vous informe. Et vous voyez donc, le pattern observer. Observer, il définit un objet. Moi, je suis l'observable et vous êtes des observateurs. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, vous voyez donc, consumer, c'est un observer, c'est un observateur qui fait un subscribe vers le state. Et le state devient ce qu'on appelle un observable. Et l'observable, ça veut dire que tous les composants qui ont besoin d'être informés une fois que l'état change, eh bien, ils ont besoin de faire ce qu'on appelle un subscribe. Donc, vous voyez donc, consumer, il va faire un subscribe vers le counter state. Et une fois qu'on crée consumer, c'est-à-dire dans consumer, on va définir une méthode build. Et à l'intérieur de cette méthode build, qu'on va générer le texte qui affiche le compteur. Et dans ce cas-là, maintenant, au niveau c'est-à-dire des boutons, quand je vais cliquer sur un bouton, par exemple, quand je clique sur le bouton Increment, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire appel à CounterState, le state, et j'appelle tout simplement la méthode Increment. Et quand j'appelle la méthode Increment, qu'est-ce qu'il fait la méthode Increment? Il va incrémenter le compteur. Une fois qu'il incrémente le compteur, il fait automatiquement cette opération qui est Notify Listeners. Notify Listeners, ça veut dire informer tous les observateurs. Et Notify Listeners, il va informer le consumer comme quoi le compteur a changé. Et comme consumer est informé que le compteur a changé, qu'est-ce qu'il fait consumer? La méthode build va se réexécuter et le texte va être régénéré. Ça veut dire quoi cette fois-ci? Ça veut dire que quand le compteur change, on ne va pas régénérer toute la page. Vous voyez ici? On ne va pas régénérer toute la page. On va régénérer que ce qui est au-dessous de consumer. C'est-à-dire, dans notre cas ici, on va régénérer que le texte. Donc ça, c'est la première solution. C'est la solution, ce qu'on appelle de state provider. Donc, la solution, si vous voulez l'utiliser, vous aurez besoin d'ajouter une dépendance qui s'appelle provider, bien sûr ici, dans pubspec.yaml. Et puis, vous aurez besoin de créer le state. Alors, le state, c'est une classe. Vous voyez ici, donc, le state, c'est un observable. Et pour que ce soit un observable, il faut créer une classe qu'on va appeler counterState qui va hériter de change notifier. Alors, pour que le state devienne un observable, ben, vous aurez besoin d'hériter de change notifier. Et puis, donc, vous définissez le state. Alors, dans notre cas, le state, c'est counter. On va mettre une valeur initiale. Dans notre cas, c'est 0. Et puis, les méthodes, les actions, c'est-à-dire les actions dont nous avons besoin dans l'application ici. Donc, vous avez increment et decrement. Vous voyez donc, increment, qu'est-ce qu'il fait? Il va incrémenter le compteur. Mais une fois qu'on va incrémenter le compteur, il faut faire ça. Il faut faire notify
listeners. Donc vous voyez ici, donc j'appelle notify listeners. C'est une méthode que j'ai héritée de change notifier. Et la même chose, decrement, je décrémente le compteur et j'appelle notify listeners. Alors, ça, donc ça c'est d'un côté, ça c'est le state. Vous voyez le state, c'est une classe séparée. Et puis, quand je clique sur le bouton, alors quand je clique sur le bouton increment, c'est-à-dire dans l'application, on va créer notre stateless widget. Et dans stateless widget, on va créer d'abord un multi-provider, comme ça, un composant multi-provider, dans lequel vous avez une liste de providers. Et dans cette liste, on va instancier un objet de type change notifier provider. C'est un provider de type change notifier provider et dans lequel vous avez une méthode create qui va permettre d'instancier, dans laquelle vous allez instancier le state. Et dans notre cas, le state qu'on va instancier, c'est counter state. Ouais, c'est ça ce qu'on va faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? La troisième étape, c'est quand je clique sur le bouton increment. Alors ici, donc quand je clique sur le bouton ici increment, par exemple, quand je clique sur incrémenter, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, j'appelle counter state, donc counter state, point increment. Donc, j'appelle la méthode increment. La méthode increment, c'est ce qu'il va faire. Vous voyez, donc j'appelle increment, il va incrémenter le compteur, il fait notify listeners. Alors, sauf que ici, donc, si vous voulez récupérer l'objet counter state, là, ça commence à un petit peu être lourd. C'est pour cela que cette solution de provider n'est pas forcément la meilleure solution parce qu'il vous faut dans votre classe, dans votre page, vous aurez besoin de déclarer un objet de type counter state, et vous devrez le récupérer en utilisant, vous devrez chercher cet objet-là, la référence vers cet objet en utilisant provider of counter state, c'est-à-dire c'est comme si vous dites au provider cherche-moi dans la liste des providers un objet de type counter state et puis donc vous lui transmettez donc quelques paramètres comme par exemple context et listen, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que ce composant généralement si vous mettez listen égale à false, ça veut dire que c'est comme si vous dites quand l'état change, ce n'est pas la peine de notifier cet objet-là et généralement souvent on met false mais c'est justement là peut-être que cette librairie n'est pas très bonne. Donc, parce que c'est pas très, je trouve que c'est pas vraiment très bien fait. Donc, ce qui fait que il y a d'autres solutions qui sont encore meilleures. Et parmi ces solutions-là, ben, vous allez trouver block. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Ici, donc, block pattern. Alors, block, c'est une solution de state management. Alors, d'abord, block, ça signifie quoi? Block, ça veut dire Business Logic Component. Donc, Business Logic Component, c'est un pattern qui a été créé pour séparer la logique métier, la logique applicative de l'application, avec la logique présentation. Donc, c'est-à-dire, l'idée principale, c'est quoi? C'est que la partie UI découpler complètement la partie UI de la partie applicative. Mais quand un couplage fort, donc il faut les découpler. Et comme ça, au niveau de la maintenance, l'idée principale, c'est quoi? C'est que quand les traitements changent, je ne suis pas obligé de changer la partie UI. Et quand la partie UI change, je ne suis pas obligé de changer la partie applicative. C'est ça l'idée principale. Alors, donc, l'idée principale de bloc. Le bloc, il définit deux composants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le sync, et le deuxième s'appelle streams. C'est-à-dire que le bloc, il définit, c'est-à-dire quoi? Sync, c'est quoi? Si vous voulez, c'est un puits. Un puits, ça veut dire que quand vous avez un widget, un composant UI, à chaque fois que vous cliquez par exemple sur un bouton, quand il y a un événement qui se produit dans UI, et bien qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement émettre un événement. On va émettre un événement, c'est-à-dire on va émettre à l'input sync un stream d'événements. C'est des actions. Plutôt, on va les appeler les événements. Et quand un événement, par exemple, quand je clique sur incrémenter, je vais émettre un événement increment counter event. Donc, c'est-à-dire, je lance un objet, je crée un objet qui s'appelle increment counter event. Donc, l'événement, il arrive vers le bloc. Le bloc, il reçoit l'input sync, il reçoit le increment counter event.
il va traiter, il va faire le traitement, il va incrémenter le compteur. Une fois qu'il va incrémenter le compteur, ça veut dire que l'état a changé. Une fois que l'état a changé, il va émettre à la sortie, l'output. Alors, l'output, il va émettre le state, le nouveau state. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit, il arrive vers le bloc. Le bloc, il fait les traitements qu'il faut. Et comme l'état a changé, il va émettre à la sortie un state. Le state, c'est-à-dire le nouvel état, si vous voulez. Et donc, ce qui fait que bloc, il définit donc, voilà, donc l'input, on va recevoir stream d'action, ou bien d'événements. Au output, on reçoit un stream d'événements. Plutôt de state. Ok? Alors, c'est comme si vous avez un puits. Vous voyez, vous imaginez que vous avez ici, donc c'est un puits dans lequel vous allez jeter quelque chose comme ça. C'est comme si ici vous avez un puits dans lequel vous allez jeter un événement. Donc vous voyez l'input, vous allez jeter un événement sync. Donc l'événement, donc c'est des événements que vous allez jeter. Vous faites sync, une fois que ces événements arrivent, ils arrivent vers le bloc. Ben, le bloc, il va les traiter, il va traiter les événements. Par exemple, qu'est-ce qu'il fait le bloc? Il va dire, si c'est increment, j'incrémente. Si c'est decrement, je décrémente. C'est-à-dire, il traite l'événement. Une fois qu'il traite l'événement, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va émettre à la sortie. Vous voyez, supposons que ici c'est la sortie. Au la sortie, qu'est-ce qu'on va avoir? Les événements. Vous voyez, donc plutôt les states. Les states, ici. C'est-à-dire, vous voyez donc l'input, qu'est-ce qu'on a ici? C'est event, l'input. C'est comme si vous avez deux puits. Le puits, je vais lancer les événements, quelque chose, je lance des choses. Ou la sortie, l'état, l'application. Donc, c'est-à-dire que c'est à peu près l'idée principale de ce pattern. Alors, il y a une variante, c'est-à-dire du pattern bloc qui s'appelle qubit. Alors, en fait, qubit, c'est un bloc, mais un peu particulier. Sauf que la seule différence, c'est que l'input ici, on n'a pas la notion de sync. L'input, il s'agit de faire appel à des fonctions. C'est-à-dire, quand je clique sur un bouton, j'appelle une fonction qui se trouve dans qubit. Et cette fonction, elle va faire le traitement. Et à la fin, elle va émettre l'output, le state. Donc, c'est-à-dire que ici, la différence, c'est que ici, c'est des événements. Et là, c'est des appels de fonctions. Alors, bien sûr, le meilleur, c'est d'utiliser qubit. Pourquoi? Parce que si vous utilisez ici, supposons ici, vous appelez une méthode qui s'appelle, par exemple, increment. Ici. Vous appelez une fonction increment qui se trouve dans qubit. Comme ici d'ailleurs, comme state provider ici. Vous appelez dans qubit, vous appelez une méthode increment. Maintenant, le problème qui va être posé, le problème c'est au niveau de la maintenance. C'est-à-dire, si vous changez, supposons, dans qubit, vous avez changé le nom de la méthode. C'est-à-dire, ici, au lieu de l'appeler increment, vous voulez l'appeler increment counter, ou bien vous avez changé la signature de la méthode. Vous voyez, donc si vous changez ici la signature de la méthode, vous serez obligé de modifier aussi dans la partie UI. Donc, c'est ça le problème de l'appel des fonctions. Quand vous appelez des fonctions, c'est que c'est du couplage fort. C'est-à-dire que dès que vous changez quelque chose dans la fonction, la signature de la fonction, vous serez obligé de changer dans la partie user interface. Alors que ici, ce n'est pas le cas. Ici, donc, il ne s'agit pas d'appel de fonction, c'est-à-dire ici, donc, on communique qu'avec des événements. La logique UI et la logique présentation, plutôt la logique applicative, communiquent qu'avec des événements. Et donc, ici, ça devient plus intéressant. Alors, comment utiliser block pattern? Comment l'implémenter? Alors, si vous voulez implémenter le block pattern, vous aurez d'abord besoin d'ajouter deux dépendances. Il y a block, donc ça c'est plutôt la dépendance block qui est la librairie générique. Block, ça peut être utilisé dans JavaScript, ça peut être utilisé dans React, comme ça peut être utilisé dans n'importe quel langage.
Et après, vous avez l'implémentation basée sur Flutter, c'est bloc, plutôt Flutter block. Donc, vous aurez besoin d'ajouter 2 dépendances. Alors, ensuite, si vous voulez utiliser la solution Qubit. Alors, la solution Qubit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut créer un counter Qubit dans lequel vous allez hériter de Qubit. Alors, vous voyez, dans Qubit, vous aurez besoin de spécifier que le type du state. Alors, dans notre cas, notre state contient qu'un compteur. Donc, on va définir ici le compteur il est de type int. Vous avez le constructeur dans lequel on définit le state initial. Et puis, on va définir les méthodes increment et decrement. Ça, c'est Qubit. Et puis, maintenant, dans notre... Alors, ça, c'est le Qubit. OK? Alors que si vous voulez utiliser bloc, pattern, avec bloc, plutôt, ça, c'est Qubit et ça, c'est bloc. Alors, si vous voulez travailler avec bloc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on aura besoin d'abord de créer de déclarer les événements. Alors, dans notre cas ici, on va utiliser un événement de type un énumérateur, enum. Alors, dans notre cas, counter event peut être soit increment, soit decrement. Et puis, on va créer le bloc. Et pour créer le bloc, on aura besoin d'hériter de la classe bloc. Et ici, on va spécifier de type générique. Donc, d'abord, c'est quoi le type du state? Plutôt de l'événement. Alors, ici, donc, vous voyez, donc, ça, c'est le sync. Et ça, c'est le stream. Alors, le sync, c'est-à-dire l'input, on va recevoir des événements de quel type? De type counter event. Au output, la sortie du bloc, on va recevoir un state qui est de type int. Alors, on aura besoin donc ici, vous avez deux variantes, deux types d'implémentation. Il y a l'ancien syntaxe. Alors, dans l'ancien syntaxe du bloc, on a besoin de redéfinir une méthode qui s'appelle map_event_to_state. Alors, map_event_to_state, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit un objet de type counter_event. Et puis, on va essayer de faire des tests. Flow block, on va dire switch, c'est if event, c'est un type, c'est-à-dire si l'événement est de type increment, je vais émettre à la sortie le state actuel plus 1. Alors, pour émettre à la sortie le state actuel plus 1, je vais utiliser ici, vous voyez ici la méthode map_event_to_state, il va générer un stream ici de state. Alors, c'est pour cela qu'on ne va pas utiliser return, parce que dans les méthodes classiques, vous utilisez return pour retourner une valeur, mais ici, on va utiliser yield. Yield, ça veut dire quoi? Je vais émettre un événement, un state à la sortie. C'est quoi le state? C'est le state actuel plus 1. Sachant que state, c'est un attribut que vous héritez de la classe counter, plutôt de la classe block. Alors, s'il s'agit de decrement, on va émettre à la sortie le state moins 1. Donc, vous voyez donc la différence ici, c'est avec bloc, c'est des événements. Et ici, dans Qubit, c'est des méthodes. Ici. Est-ce que vous voyez la différence entre Qubit et bloc? C'est clair? Alors, ça c'est l'ancien syntaxe. Alors, si vous voulez, mais dans les nouvelles versions de bloc, vous allez voir, généralement, on a une autre syntaxe qui est beaucoup plus élégante. C'est qu'au lieu d'utiliser la méthode map_event_to_state, ce qu'on va faire, c'est ça. Tout à l'heure, je vais vous faire la démo et vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va hériter de bloc, on va définir le constructeur, et dans le constructeur, on va tout simplement utiliser des méthodes on. On. C'est-à-dire, on quoi? On increment counter event, c'est-à-dire quand il s'agit d'un événement de type increment counter event, qu'est-ce que je vais faire? Je vais émettre un state que je vais appeler counter success state. Quand il s'agit par exemple d'un événement de type decrement counter event, je vais émettre un state que je vais appeler counter success state, mais avec cette fois-ci, c'est-à-dire une valeur du compteur que je vais décrémenter. Donc ça c'est ce qu'on va faire. Donc je vais vous montrer tout ça dans la démonstration. Alors en tout cas, donc ça c'est au niveau du bloc lui-même.
Vous voyez donc pour définir le bloc, vous avez deux syntaxes. Soit cette syntaxe, ça c'est l'ancienne, soit cette syntaxe-là, qui est maintenant la plus préférée, c'est celle que vous allez utiliser dans ces nouvelles versions. Alors maintenant, au niveau de la partie UI, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la même chose. Donc quand on va créer notre application, on va d'abord commencer par créer un objet. Cet objet-là, c'est multi-block provider. Et dans multi-block provider, on va instancier notre bloc. Et je vous rappelle que notre bloc contient une méthode map event to state, c'est-à-dire il reçoit l'input un event et après il va le mapper vers un state, c'est-à-dire suite à un événement, il y a un traitement qui se fait et à la sortie, on va récupérer un state. Alors, ensuite, on va créer donc Material App, Counter Page. Donc ici, on n'a pas besoin de créer un stateful widget. Vous avez Scaffold. On crée des objets jusqu'à cette partie-là. Alors, quand on veut afficher le texte, ben, ce qu'on va faire, on va utiliser un composant qui s'appelle Block Builder. Et Block Builder, il contient la méthode build, dans lequel on va afficher le compteur. Et puis maintenant, au niveau du bouton, quand je clique sur le bouton Increment, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais accéder en utilisant l'objet contexte. Je vais chercher dans le contexte un bloc qui s'appelle CounterBlock. Et je vais émettre, je vais ajouter dans le sync un événement de type CounterEvent Increment. Je vais tout simplement, vous voyez ici donc, ça c'est le sync. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit le sync? On reçoit un événement de type increment ici. Et qu'est-ce qu'il va faire le compteur? Il va essayer donc d'incrémenter le state et après il va émettre ici. Vous voyez donc la sortie, on va avoir le nouveau state. Et comme le nouveau state va être émis, bon, il arrive vers Block Builder. Block Builder va recevoir le nouveau state et après il va régénérer. La méthode build va s'exécuter. Après, on réaffiche le composant. Donc ça veut dire c'est exactement comme la solution de provider, state provider. Sauf que ici, on va communiquer avec plutôt des événements. Alors maintenant, si vous voulez, ici pour voilà. Donc ici, donc ça c'est au niveau du bouton, c'est ce qu'on va faire ici. Quand je clique sur le bouton Increment, on va utiliser Context, Read. Je vais aller vers le contact, je vais chercher CounterBlock et puis donc je vais décrémenter ou bien je vais incrémenter. Voilà, ça c'est le concept de base. Alors maintenant, pour mieux comprendre, je vais d'abord faire une démonstration. Donc en fait, l'idée principale d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de reprendre ce petit exemple du compteur. Dans lequel on va d'abord commencer par le stateful widget pour voir c'est quoi le problème du stateful widget. Et puis, je vais vous montrer comment utiliser block pour pouvoir comprendre déjà comment fonctionne le pattern block. Et par la suite, donc on va revenir sur le même exemple que nous avons fait la semaine dernière, c'est-à-dire le chatbot. On va prendre le même code et on va essayer de le structurer. Donc, on va utiliser block. Et comme ça, on aura quelque chose à la fin de mieux structuré. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Clair? Alors, si c'est clair, donc je vais passer directement. Voilà, donc je vais passer directement à la démo. Alors, donc je vous rappelle pour créer, je pense qu'il n'y a rien qui est démarré, donc c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau projet. Donc, je vais juste regarder là où je suis. Donc, je vais revenir vers le dossier où se trouvent les applications Flutter. Voilà, je suis donc dans le dossier Flutter App. Et donc, je vous rappelle, pour créer une application Flutter, donc on va utiliser Flutter Create. Alors, on va l'appeler State Block App. Block App.
C'est juste pour faire un premier test. Voilà, une fois que l'application est créée, on va l'ouvrir. Est-ce que c'est lisible? Vous avez... Bon, alors, ici, donc, je vais ouvrir donc bloc app. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Ah, je pense que ça existe déjà, ce projet. On va lui donner un autre nom. Alors, DWM block app. Voilà. Voilà, alors ça c'est l'application. Alors cette application-là, c'est une application initialement créée. Donc je vais afficher d'abord la fenêtre Project pour voir le code de mon application. Alors nous avons un seul stateful widget qui est créé par défaut. On va le démarrer dans un navigateur. Ici, donc je suppose que je vais lancer sur Chrome ou bien sur un émulateur. Donc ça, je vous ai déjà montré comment faire ça. Voilà, alors ça c'est notre application avec un compteur incrémenté. Bon, ça c'est ce qui est écrit par défaut. Alors juste pour afficher ce navigateur dans le même espace, donc je vais faire ça. Alors. Voilà, ça c'est ma fenêtre. Et ça c'est ça c'est Postman. Alors il y a plein de trucs qui sont ouverts. C'est ça, Android Studio. Donc je vais prendre ça et je vais le jeter ici, sur ça. Alors je dois maximiser la fenêtre d'abord. Voilà, ça c'est mieux. Alors comme ça, voilà. Donc ça c'est mon compteur ici. Alors maintenant, bon, on va arrêter et on va... oh là là, j'aurais pas dû arrêter. Parce que je devrais garder toujours cette fenêtre-là à côté. Donc je reprends. Alors je fais maximiser. Je fais ça. Et je prends cette fenêtre et je la ramène ici. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va reprendre de zéro. Donc c'est toujours histoire de rappeler comment construire les applications. Alors si vous voulez, je peux zoomer un petit peu encore. Mettre 110%. Ça peut être un peu mieux. Voilà, alors, l'application. Vous me suivez? Mademoiselle, tu viens de rentrer, mais ils étaient concentrés. Tu peux les laisser travailler un peu? Ça va? Voilà. Regardez, regardez. Suivez les petits détails. Aujourd'hui,
c'est la partie la plus importante pour quelqu'un qui veut être vraiment un développeur mobile pour les entreprises. Parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Il y a des choses que vous connaissez, mais peut-être il y a des choses que vous ne connaissez pas, parce que là, on va commencer à peut-être à revenir sur les bases de l'orienté objet, plein de choses. Et il y a des design patterns, il y a pas mal de choses qui sont très, 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 très importantes. Donc, je vous demande vraiment d'être attentif et de prendre le maximum que vous pouvez, parce que ça va vous aider vraiment à élever votre niveau de... C'est comme si vous faites une transition, le niveau d'un technicien vers le futur ingénieur. C'est exactement ça, parce que vous commencez à travailler avec des patterns. Alors, on va reprendre. Donc, on va créer la méthode main. Je vous rappelle que ça, c'est une application Flutter. Alors, dans notre application, on va utiliser run app. Et ce qu'on va faire, dans les bonnes pratiques, quand vous faites run app, vous créez une application qu'on va appeler my app. Ici, my app, ça devient un stateless widget. Et notre stateless widget, il va générer ici, le premier composant qu'on va créer, c'est Material App. Mais au lieu de créer Material App ici, on va créer une page, un widget qu'on va appeler Root View. Et comme ça, vous séparez cette partie de l'application avec le reste. Donc, Root View, donc ça va être pour nous stateless widget, Root View. Voilà. Et ça, c'est un peu, c'est déjà, c'est comme ça que vous allez commencer à travailler, parce qu'après, quand vous allez ajouter block provider, tout ça, on va l'ajouter ici, directement. Et maintenant, root view, qu'est-ce qu'il va générer? Ben, il va générer donc material app. Et dans material app, donc je rappelle que vous avez quoi? Vous avez home. Donc ici, on va trouver donc counter page. Et counter page, c'est une page. Alors ici, donc c'est un stateless widget. Donc counter page, c'est un stateless widget au départ, dans lequel on va afficher ça. Donc qu'est-ce qu'on va afficher? Donc vous avez deux parties. Donc on va d'abord afficher l'objet scaffold. Alors je rappelle que dans scaffold, vous avez appbar. Et dans appbar, vous avez title. Et dans title, on va mettre texte. Texte, c'est counter page. Et dans texte, plutôt, il y a aussi appbar, il y a background. Et pour background, on va utiliser donc theme of context. On va utiliser primary color. Ici, donc, le texte, on va l'afficher avec style, text style, avec la couleur, comme on a fait la dernière fois. Alors ici, donc ça c'est style. Alors text style, color c'est theme. Alors theme of context. Je vais utiliser indicator color. C'est le blanc par défaut. Alors ici, donc ça c'est notre objet texte. Vous voyez tout ça. Ça c'est appbar. Donc c'est pas la première fois qu'on le fait. On l'a fait minimum maintenant 3 ou 4 fois, n'est-ce pas? C'est bien de reprendre. Ne faites pas des copier-coller. Hein. Reprenez. Parce que si vous reprenez une fois, deux fois, trois fois, après c'est vraiment c'est des choses qui deviennent que vous allez pouvoir maîtriser mieux. Alors après appbar, qu'est-ce qu'il y a? Body. Alors, dans body, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une colonne. Alors, dans colonne, on va mettre ici children. Et dans children, on va mettre tout simplement, pour le moment, on va mettre un texte. Un texte. Et notre texte, c'est counter value. Et on va afficher la valeur du compteur. Alors pour le moment ici,
nous allons besoin d'afficher la valeur du compteur. Et la valeur du compteur, ici, on va la déclarer ici. On va utiliser int counter. La valeur par défaut égale à 0. Mais quand vous utilisez ici un attribut, donc comme je disais, il vous faut, comme il n'est pas initialisé, il ne faut plus utiliser donc const. Donc ça c'est obligatoire. Ici, donc qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher la valeur de counter. Donc ici, on va utiliser $, et après, on va afficher la valeur de counter. Ça, c'est le texte. Alors, ce texte-là, on va l'agrandir un petit peu. On va utiliser style. Et dans style, on va utiliser text style. Font size. On va mettre 28. Voilà. Vous voyez, donc j'enregistre. Vous voyez déjà, on a quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est notre application. Vous avez counter page, counter value égale 0. Alors, je voudrais le centrer. Et pour le centrer, dans le colonne, je vais utiliser main axis alignment. Main axis alignment center. Mais ici, il est centré là, mais je voudrais qu'il soit centré. Donc, je peux, par exemple, l'objet colonne, je peux l'envelopper par center. Ou tout simplement, vous ajoutez ici cross axis alignment. Alors, cross axis alignment center. Alors, ici, donc, c'est pas bon. Alors, je prends colonne et je vais l'envelopper par un élément center. Voilà, comme ça, il est centré. Alors, après, je vais créer les deux boutons. Alors, les deux boutons après body, ici, vous allez ajouter floating action buttons. Alors, ici, donc, je vais utiliser un row, parce qu'il y a deux boutons que je vais créer. Je vais créer un row. Et dans row, je vais utiliser children. Et je vais créer deux boutons de type floating action button. Donc, vous voyez, donc, en pressed, quand je clique sur le bouton, je vais faire ça. Et puis, ici, child, je vais utiliser une icône. Ici, c'est icon. Icons.add. Ça, c'est increment. Virgule. Decrement. Alors ici, donc, ça c'est decrement, ça va être remove avec un moins. Ça c'est l'icône. Vous voyez ici, donc, j'ai les deux boutons, plus et moins. Alors, je voudrais les mettre à droite. Et pour les mettre à droite, donc, vous voyez, donc, row, je vais utiliser main axis alignment. Main axis alignment point end. Ils sont à droite. Je voudrais les séparer par un espace. Et pour les séparer par un espace, entre les deux, je vais insérer un quoi? Box size. Alors, vous avez divider, vous avez sized box. Alors, sized box, donc on va mettre 8. Comme ici, je vais mettre 8, par exemple 20. Bon, juste mettre un espace entre les deux. OK? Alors, bref, donc ça c'est... Alors maintenant, quand je clique sur decrement, alors qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, si vous faites ici, vous incrémentez, vous décrémentez le compteur. Et là, si vous incrémentez le compteur, vous allez voir, il n'y a rien qui va se passer. Alors, si j'incrémente, voilà, mon compteur ne change pas. Alors, pourquoi mon compteur ne change pas? Parce que nous sommes en train de travailler avec un stateless widget. Et dans le stateless widget, même si l'état change, donc ici, donc, vous allez voir que la variable compteur ici, il change. Mais même si l'état change, le widget ne va pas être régénéré. C'est-à-dire, on ne fait pas un refresh. Le stateless widget, il permet, une fois que vous l'instanciez, vous lui transmettez des données l'input,
Et bien sûr, si son état change, ben, le widget ne va pas être généré. Donc ça, c'est le stateless widget. Donc si vous voulez que ça change, il faut le transformer en stateful widget. Ce qu'on va faire, on va le transformer d'abord en stateful widget. On va constater l'inconvénient de stateful widget. Et après, on revient vers quoi? Vers l'objectif. Et c'est quoi l'objectif? C'est de voir comment utiliser block pattern. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais transformer stateless widget en stateful widget. Voilà. Convert to stateful widget. Une fois que je l'ai converti en stateful widget, donc vous voyez, donc il y a un state qui est créé. Ici, pour incrémenter, qu'est-ce qu'on va faire? On fait appel à la méthode setState. Et c'est dans setState qu'on va décrémenter. Ici, setState, on va incrémenter. Alors, si vous faites ça, bon, vous voyez ici, quand je clique, vous voyez donc le compteur change. Mais si vous essayez d'afficher quelque chose dans, vous voyez donc dans notre page, vous avez build. Si vous affichez quelque chose ici, print. Alors ici donc build widget. Par exemple from root. Et comment on travaille avec le navigateur? On va afficher les outils de développement. J'affiche. Alors, on va mettre ça en bas. Comme ça. Et dans les outils de développement, on va regarder la console. La console, on va l'agrandir. Voilà. Vous voyez la console? Alors, vous voyez déjà le message. À chaque fois que je clique sur le bouton, vous voyez le méthode ici, build widget from. Ce message va s'afficher. À chaque fois, il y a le message qui va s'afficher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous appelez la méthode setState, la méthode setState, qu'est-ce qu'il fait? Il va changer le state, mais en même temps, il fait appel à la méthode build. Et build va se réexécuter. Et build, qu'est-ce qu'il va faire? Il va régénérer scaffold, c'est-à-dire, il réaffiche le tout. Est-ce que vous voyez le problème du stateful widget pour les gens qui sont connectés à distance? Oui, monsieur. Parfait. Alors, donc, l'inconvénient de stateful widget, le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que nous sommes en train de mélanger la logique UI, il y a la logique présentation, avec la logique applicative. Pour nous, la logique applicative ici, il n'y a pas grand-chose. Il y a incrémenter et décrémenter. C'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais ça, c'est des traitements. Parce qu'après, ça va devenir accéder à la base, au back-end, récupérer des données, faire des traitements, organiser les données, etc. Donc, c'est-à-dire nous sommes en train de mélanger la logique UI avec la logique applicative. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris l'inconvénient de stateful widget une autre fois? Oui, monsieur. Parfait. Alors maintenant, si c'est le cas, on va passer maintenant comment utiliser block pattern. Alors pour utiliser block pattern, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais d'abord revenir vers le stateless widget. C'est-à-dire, je vais annuler tout ce que je viens de faire maintenant. CTRL Z. J'annule. Il n'y a pas de set state, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. J'annule, stateful, voilà. Donc je reviens vers le stateless widget. Et nous savons que dans stateless widget, quand je clique, même si le compteur change, on ne voit rien, n'est-ce pas? Alors maintenant, au lieu de passer vers stateful widget, je vais plutôt utiliser block. Alors maintenant, pour utiliser block, il faut d'abord ajouter cette dépendance de block. Alors pour ajouter la dépendance, une dépendance, vous savez, on le fait dans papspec.yaml. Alors ici, donc, on va l'ajouter ici. Mais pour ne pas... Et ça, c'est une mauvaise pratique aussi. Si vous voulez ajouter une dépendance dans papspec.yaml, on ne va pas le faire manuellement comme ça. On va utiliser la commande. Vous lancez juste le terminal. Ça, c'est le terminal. Il faut juste être sûr que vous êtes dans le bon dossier. Ici. Et vous utilisez la commande flutter pub add.
je vais ajouter une dépendance qui s'appelle bloc. Alors, pub, c'est à peu près l'équivalent de npm de JavaScript, npm install. Voyez, donc à chaque fois que vous mettez pub, ça veut dire que vous utilisez un outil pub qui va se connecter à Internet, il va chercher la dépendance, il va la télécharger, et quand il va la télécharger, il va l'ajouter dans les dépendances. Donc, au lieu d'aller changer là, vous pouvez faire ça. D'ailleurs, si vous faites ça, vous allez voir, il va charger la dépendance et vous voyez donc il l'ajoute automatiquement ici. Alors ça, c'est la première dépendance. La deuxième, ça s'appelle Flutter Block. Alors vous voyez donc ça, c'est la version 9, donc la dernière version. J'espère qu'il n'y a pas de changement parce qu'en fait, la dernière version que j'ai utilisée, c'est la version 8 point quelque chose. On va regarder. Alors ici, bloc. Flutter Block. Donc vous voyez donc c'est les deux versions dont on a besoin. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, maintenant, on va, dans notre application, on va créer un package qu'on va appeler bloc. Ça, c'est la couche MIDI, si vous voulez, la couche applicative, dans laquelle on va créer un Dart file qu'on va appeler counterblock.block.dart. Alors, généralement, la première des choses à créer, c'est d'abord les événements. Alors, c'est la conception orientée objet. Il faut d'abord dire dans votre application les différents types des événements que vous avez. Alors, dans notre cas ici, nous avons deux types d'événements. Il y a increment et decrement. Alors, pour représenter les événements, la meilleure façon, c'est de créer une classe abstract class, qu'on va appeler counter-event. Et après, ça c'est abstract. Et dans counter-event, il y a deux types d'événements. Il y a increment et decrement. Donc, on va créer une classe qu'on va appeler increment counter-event extend counter-event. Ici, pour le moment, nos événements n'ont pas de paramètres, parce que juste incrémenter, décrémenter. Mais si vous voulez incrémenter d'un nombre, etc., donc ici, counter increment doit recevoir les paramètres. Normalement, on veut incrémenter de quoi. Mais pour le moment, ici, on va garder l'incrémentation de 1. Et après, on va créer le deuxième type d'événement, c'est decrement. Counter event. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, ici, vous avez une classe qui s'appelle counter event, et après, qui possède deux types d'événements. Il y a increment event et decrement event. Ici, on utilise l'héritage. Alors, ça, c'est les événements. Et puis, il vous faut le state. Alors, pour le state, la même chose. On va utiliser abstract class counter state. Alors, dans notre state, nous aurons besoin... dans un premier temps, on va mettre un simple state, c'est counter state, dans lequel on va mettre notre state. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient un compteur. Counter. Voilà. Notre state, il contient une seule variable counter, dans laquelle on va la déclarer final. Et comme ça, on va créer un constructeur avec for field, voilà, pour les champs qui sont de type final. Ça, c'est notre state. Ah ouais, le state. Et puis, nous aurons besoin de créer ce qu'on appelle initial state. Alors, classe initial state extend counter state. Alors ici, nous aurons besoin de définir un constructeur. Et notre constructeur, il va initialiser tout simplement le compteur. Si vous voulez, initial state, c'est quoi son rôle? Parce que vous avez un state, il a un compteur. Mais au démarrage de l'application, notre état, l'état de l'application, il a des valeurs initiales. Et les valeurs initiales des compteurs, normalement, on peut mettre ici 0 et ça y est, c'est terminé. Mais généralement, parfois, ce qui se passe, c'est que dans l'application, c'est au démarrage de l'application que votre application va se connecter à Internet, chercher des données qui vont s'afficher par défaut.
Et tout ça se fait au niveau de initial state. Alors ici, notre constructeur initial state, il va faire appel. Monsieur, Oui, monsieur, la classe initial stage, elle va s'étendre à counter event ou bien à counter stage? state. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, c'est counter state. Tout à fait. D'ailleurs, si vous héritez de counter state, il vous demande de définir le constructeur. Merci pour la remarque. Vous voyez donc ici, donc le constructeur de initial state, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, il fait appel le constructeur de la classe parente, là, il y a counter state. Donc, on va utiliser ici super. Et qu'est-ce qu'on va lui transmettre comme valeur? À quoi est égal le compteur? Ici, counter égal à 0. Alors, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que pour moi, initial state, si j'utilise initial state, c'est comme si j'utilise counter state, mais avec la valeur counter égale à 0. Donc, si vous voulez, pour ne pas mettre 0, on peut mettre 5, on peut mettre une valeur. Donc, ça, c'est l'état initial. Alors, pour le moment, nous avons un state simple. OK? Alors, si vous voulez maintenant, en réalité, il existe, c'est-à-dire vous allez avoir maintenant, on va définir notre bloc. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez? Vous avez... Parce que notre bloc, il a besoin de quoi? Le bloc. Il a besoin... Regardez. Bloc. Le sync, il est de quel type? C'est counter event. Ou le stream, c'est-à-dire l'output, le state, il est de quel type? C'est counter Counter stage. state. Donc c'est pour cela qu'il faut d'abord définir quel est l'état de notre application, quel est de quel type, et après quels sont les événements. Alors c'est exactement ce qu'on va faire ici. Ah, c'est pas ici. Voilà, donc notre bloc, on va maintenant créer le bloc, classe, counter bloc, extend, bloc. Et vous voyez donc bloc, il y a deux types. Donc il y a counter event, l'input, ou l'output, c'est counter state. OK. Alors vous aurez besoin de définir le constructeur. Alt entrée, créer le constructeur. Vous voyez donc le constructeur, il fait appel plutôt à... Il a besoin de le state initial. Alors dans notre cas, le state initial, on va le définir explicitement comme ça. On va dire c'est super. C'est-à-dire j'appelle le constructeur de bloc. Et je vais lui dire c'est quoi? À quoi est égal le state? À quoi est égal... Alors notre state, counter state, il y a counter. Plutôt... on va transmettre directement l'objet, c'est ça, c'est initial state. Voilà. C'est-à-dire que le bloc, il va, quand je crée le bloc, il va créer un state de quel type? De type initial state. C'est-à-dire par défaut, notre état initial, c'est le compteur égal à 5. Et puis à l'intérieur du constructeur, et si vous ouvrez les accolades, point virgule. Et là, vous faites d'abord le traitement des événements en utilisant on. Alors on, il reçoit quoi? Il reçoit une fonction. Alors cette fonction va avoir d'abord l'événement, c'est-à-dire si je reçois un événement de type increment counter event, ça c'est event. Le deuxième paramètre c'est le state. C'est le state. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez donc le bloc. C'est comme si vous dites, quand il y a un événement de quel type? De type increment event, je vais faire quelque chose. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais émettre un state. Et pour émettre un state, je vais utiliser yield. Mais comme vous voyez ici, donc alors, donc je vous montre d'abord, et comme ça, pour ne pas se perdre. Regardez. Donc, on, s'il s'agit en fait,
on reçoit l'événement, et ici un objet de type emit. Donc c'est cet objet emit qui permet d'émettre le state à la sortie. C'est-à-dire c'est lui qui va emit, il va émettre un state à la sortie. Alors c'est ce que je vais faire ici. Ça c'est pas state, c'est emit. Parce que normalement state, on l'a déjà dans le bloc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais ici utiliser emit. Je vais émettre quoi? Le state. Le state que je vais émettre. Donc je vais émettre un state, counter state. Mais counter state, on a besoin de spécifier. Oui, counter state, à quoi est égale la valeur du compteur? La valeur du compteur égale le state actuel, point counter, plus 1. Alors je répète, si un événement de type increment counter event survient, quand je clique, on va les mettre quand on clique sur incrémenter, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va émettre l'output, donc un objet de type counter state, et counter state il aura une nouvelle valeur. Et c'est quoi la nouvelle valeur? C'est, voilà, donc c'est counter state, plutôt c'est counter. Je vais charger. Alors je vais aller tout doucement, j'essaie d'aller tout doucement, je reprends parce que je sais que parfois il y a des concepts qui sont importants, il vaudrait mieux qu'on prenne le temps. Donc vous voyez bien l'idée principale, c'est que quand il y a un événement qui arrive, cet événement il est de quel type? De type counter event. Qu'est-ce qu'on va émettre à la sortie? Hop, c'est un state. Et le state ici, pour le moment, on a un seul objet state dans lequel on va mettre la valeur. Et la valeur, dans notre cas, c'est counter state plus 1. Alors, et je fais ça. Je vais faire encore on decrement. C'est-à-dire, si je reçois un événement de type decrement, je fais moins 1 ici. Alors ça, c'est notre bloc qui est prêt à être utilisé. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste juste au niveau de l'application, il faudrait, quand je clique, je dois émettre l'événement. Vous voyez donc, je suis en train de séparer complètement le bloc, la logique applicative de la logique UI. Vous voyez donc notre bloc, ça c'est la logique applicative. Il n'y a pas de user interface ici. Alors maintenant, on revient vers notre compteur. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va changer. Notre application, la première des choses qu'il va créer, avant de créer root view, il va d'abord créer un bloc provider. Alors, bloc provider, il reçoit plutôt un paramètre de type create, dans lequel on va recevoir une fonction qui reçoit le contexte, et après, il va tout simplement retourner notre bloc. Et c'est quoi le bloc qu'on va créer? Nous avons counter bloc. Plutôt ici create, donc ici counter. Attendez. Est-ce que j'utilise la bonne syntaxe? Donc c'est pas bloc provider, c'est multi-bloc. En fait, ça va marcher également pour bloc provider. Sauf que bloc provider, il vous permet de définir un seul bloc. Multi-bloc, il vous permet de définir plusieurs providers. Alors ici, c'est ça la différence. Donc de préférence d'utiliser, au lieu d'utiliser bloc provider, je vais utiliser multi-bloc provider. Multi-bloc provider. Alors cette fois-ci, vous avez providers et vous avez child. Alors, provider, c'est quoi? C'est un tableau dans lequel on va créer des providers, et child, ça va être root view. Voilà. Alors maintenant, ici dans notre bloc, nous aurons besoin d'instancier le bloc ici. Vous voyez ici, donc dans notre cas ici, vous aurez besoin de créer un bloc provider.
Alors, c'est block provider. Et notre block provider, il reçoit maintenant context. Et il va retourner un objet de type counterblock. Counterblock. Voilà. Et je sais que counterblock, il va initialiser le state par le state initial. Ici. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors je reprends. Vous avez multi-block provider. Il va créer le bloc. Et puis donc maintenant on va vers l'application. Alors dans le code de l'application, c'est-à-dire maintenant notre bloc il est prêt. Et ouais, si vous voulez le bloc, il se trouve dans le root component. Notre multi-bloc, c'est la racine de notre hiérarchie. Et puis après vous avez root view, et après root view il y a material app, et material app vous avez counter page. Et dans counter page, je vois ici donc maintenant c'est un stateless widget. On n'a plus besoin du compteur ici parce que le compteur il est maintenant dans le bloc. La seule chose qu'on a besoin ici maintenant dans l'affichage, eh bien notre objet ici center, ici là on va centrer l'élément, ben, on va l'envelopper par un composant qui est block builder. Alors ici donc vous pouvez chercher quelque chose qui s'appelle builder ici, c'est plus simple. Oui, un builder, mais ce builder là vous le remplacez par block builder. Monsieur, Oui. monsieur, une question. Lorsqu'on ne trouve pas l'élément avec lequel on va envelopper un autre élément, comment on l'ajoute bien, comment on le Alors rajoute? justement c'est ce que je suis en train de faire. Normalement moi j'ai besoin d'envelopper block builder, mais block builder n'est pas là, n'est-ce pas? Bah, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'avais un problème avec Expanded. Je ne l'ai pas trouvé Bah, sur... expanded, tu mets n'importe quoi widget comme ça Oui, et tu remplaces widget par expanded. d'accord, Tu vois? d'accord. Voilà. Ou Merci. tout simplement ici donc ce que je vais faire, je vais prendre center, CTRL X. Je vais utiliser block builder. Et vous voyez donc block builder. Alors, je crois une parenthèse que je n'ai pas prise. Voilà, ici. CTRL X. Alors, block builder. Et dans block builder, donc vous avez un composant builder qui reçoit. Alors d'abord, en fait, builder, il reçoit quoi? Il reçoit un objet, en fait, une fonction ayant, vous voyez donc ici de type. Il y a d'abord le type du state et le type d'événement. Alors c'est ce que vous voyez ici. Dans l'affichage block builder, vous avez le contexte et le state. Plutôt le contexte et le state. Alors contexte, virgule state. Et après ici donc on va retourner quoi? On va retourner l'élément center. Et maintenant au lieu d'afficher ici counter, on va utiliser ici le state, c'est notre state, point counter. Ah, et pour le moment il connaît pas le type du state. Et ben c'est pour cela que ici quand vous mettez block provider, il faut mettre le type. Alors ici l'événement il est de quel type? C'est counter event. Et après le state il est de type counter state. Alors comme ça, bon plutôt on n'a pas besoin de mettre le type d'événement, on n'a pas besoin, on va mettre juste counter state. Attendez. Je peux oublier. Alors, bloc, vous voyez donc ici, c'est bloc, voilà, c'est le type du bloc d'abord, et après le type du state. C'est deux paramètres.
Alors, c'est comme si vous dites à block builder, va me chercher dans le block providers plutôt un bloc de type counter block, parce qu'on peut créer plusieurs blocs. Et je te rappelle que le state de ce bloc, il est de type counter state. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Et comme ça, ici, quand vous mettez state, vous allez trouver ici counter. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Quand je clique sur le bouton incrémenter, ici, eh bien, il suffit d'appeler context, l'objet context, .read. Vous dites à l'objet context, cherche-moi dans le contexte un objet de type counter block. Et tu vas ajouter dans son sync avec la méthode add, tu vas ajouter un événement. Donc, on a l'événement plus sync. Et cet événement, c'est quoi? C'est increment counter event. Et le tour est joué. Alors ici, donc, au lieu de... Ça, c'est decrement. Counter event. Et là, on va mettre un increment. Bon, ça, c'est une petite application dans laquelle, vous voyez, donc vous allez voir. Regardez, par défaut déjà, vous voyez quoi? 5. Donc, c'est le state initial. J'incrémente, je décrémente. Alors là, on fait la même chose que tout à l'heure, mais sauf que maintenant, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que vous allez d'abord, c'est que quand vous incrémentez, il n'y a que cette partie qui va changer dans l'application. On ne va pas régénérer toute la page. C'est le premier. Donc, c'est plus léger, c'est plus intéressant. Le deuxième, c'est que regardez, dans notre application, on sépare la logique applicative, c'est les traitements. Alors ici, on n'a pas beaucoup de traitements parce que c'est juste de faire 1 plus 1. Mais après, dans notre chatbot que nous avons créé tout à l'heure, ça va nous permettre de mieux structurer notre code. C'est clair? Alors, sauf que ici, donc on sépare la logique applicative de la logique UI. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, donc tout ça, c'est que user interface. Comment le user interface communique avec la partie applicative? Regardez, que avec add. Émettre des événements, ça fait. Et que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, je lance un événement. L'événement va être traité. Au output, je reçois le state. Le state qui est automatiquement. Si le state change, on va le récupérer. Et le state, il va mettre à jour voilà, la partie UI. Et on reboucle. Ce schéma-là, il est très intéressant parce que vous voyez ici. Donc, quand je clique sur le bouton, je fais... C'est ça. Je fais context read, je mets add. Je jette un événement dans le bloc. Le bloc, il va traiter l'événement. Il va émettre un nouveau state qui arrive vers le bloc builder. Et le bloc builder, il va prendre le nouveau state ici et il affiche. Bon, ça c'est. Je pense que ce schéma-là, il explique mieux un peu la chose. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Oui, Alors maintenant, ici dans notre exemple, ici on a un state un peu comme ça, mais si vous voulez gérer encore le state, dans le state il n'y a pas que toujours les bonnes choses. Par exemple, je voudrais quand le compteur dépasse 10, je voudrais, pour moi c'est une erreur, il ne doit pas dépasser 10. Ça veut dire qu'il y a une logique applicative. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un simple counter state, je vais avoir success state, error state. C'est-à-dire, si tout se passe bien, j'affiche, mais quand il y a des erreurs, je dois afficher également les erreurs. Donc, ce qui fait que, justement, c'est ce que nous allons voir dans l'exemple après la pause. Donc, on va essayer de revenir sur avec le chatbot que nous avons créé la dernière fois, et je vais vous montrer comment on va le structurer. Et c'est finalement le modèle d'application que vous allez garder avec le chatbot dans lequel on va appliquer le bloc pattern. On sépare les trois couches, ce qu'on appelle la couche repository, la couche bloc, c'est-à-dire la couche service, la couche métier, et la couche UI.
Et tout ça, donc, en gérant les exceptions, les erreurs et tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire après la pause. Est-ce que vous avez compris les concepts de base de state management? Pourquoi d'abord state management et pourquoi bloc il est intéressant? S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous avez compris. Et oui, vous m'avez dit oui, donc on va prendre la pause. Et après la pause, on va revenir pour voir le cas de chatbot. Ok? Ok. Alors, à tout à l'heure, on prend la pause.